Disneyland is your land. Ah, Disneyland. Un endroit où les rêves deviennent vraiment réalité. Ou devrais-je dire des cauchemars, si vous étiez l'un des malheureux participants à l'inauguration du parc d'Anaheim en Californie en juillet 1955. Qu'est-ce qui pourrait bien transformer un événement aussi amusant en une journée si désastreuse qu'elle a été baptisée le Dimanche Noir? Eh bien, restez dans les parages pour le découvrir, ainsi qu'une série de faits parmi les plus étranges et merveilleux du web. Attachez votre ceinture et préparez-vous pour un nouvel épisode de l'Ultime Fact Show. Que se passe-t-il si vous mourrez dans l'espace? Avez-vous déjà pensé au côté obscur de la vie parmi les étoiles? Si vous crevez, que vous arrive-t-il? Vous serez surpris d'apprendre que la NASA n'a établi aucun protocole officiel pour cette triste circonstance. Les astronautes ne passent généralement que 6 mois dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale, et ils doivent se soumettre à des contrôles rigoureux, notamment à des examens médicaux intensifs avant d'y arriver. Dans son livre An Astronaut Guide of Life on Earth, l'astronaute Chris Hadfield a tout révélé sur un exercice d'entraînement glaçant appelé la simulation de la mort. Il s'agit généralement d'une table ronde où l'on annonce la mort d'un astronaute et où les autres doivent émettre des hypothèses sur ce qu'il faut faire. Sans housse mortuaire ou casier spécial à bord, la solution la plus simple consiste à ouvrir le sas du vaisseau et à larguer le corps dans le vide spatial, à la Spock. Mais un accord de l'ONU interdit de jeter des déchets dans l'espace, ce qui inclut le dépôt de cadavres. Il est tout aussi peu pratique de conserver un corps à bord d'un vaisseau spatial, et l'ajout d'un mini-mausolée coûterait probablement des millions. L'une des solutions les plus intéressantes est le fruit d'une collaboration entre la société d'inhumation écologique Promessa et la NASA, baptisée Bodyback. Il s'agit d'un sac de couchage hermétique dans lequel un cadavre humain est enfermé, puis exposé aux températures glaciales de l'espace. Le corps congelé est alors ramené à l'intérieur et est soumis à des vibrations intenses jusqu'à ce qu'il se brise en poussière humaine, d'environ 23 kg, qui peut être suspendu à l'extérieur du vaisseau jusqu'à son retour sur Terre. Quelle sortie! La CIA a déjà créé un chat espion. Même le plus grand fanatique des félins admettra que les chats ne sont pas les animaux les plus coopératifs du monde. Vous serez donc probablement surpris d'apprendre que l'un d'entre eux a été un jour chargé de devenir un authentique agent de la CIA. L'opération Acoustic Kitty était un plan d'espionnage conçu dans les années 60 pour transformer les animaux domestiques en dispositifs d'espionnage portables. Pour créer le chat cyborg, un chirurgien a d'abord implanté un microphone dans son oreille et un émetteur à la base de son crâne, puis a tissé une antenne dans la fourrure du chat. L'objectif était de dresser le chat pour qu'il s'assoie près des officiels étrangers et transmette leurs conversations privées à la CIA. Pour le premier test officiel d'Acoustic Kitty, les agents de la CIA ont conduit l'animal au parc et l'ont chargé de capter la conversation de 2 hommes discutant sur un banc voisin. Le décor était planté, mais Acoustic Kitty ne jouait pas le jeu. Au lieu d'enregistrer la conversation, le chat s'est simplement égaré dans une rue où il a été présomptueusement écrasé par un taxi. La CIA a conclu que le programme n'était pas assez pratique pour être poursuivi, et le projet Acoustic Kitty a définitivement été abandonné. Vous savez, lorsque la population féline globale a découvert le sort de ce pauvre vieux Acoustic Kitty, elle a fait campagne pour que ses amis félins ne soient plus jamais changés en cyborgs. Maintenant, vous pouvez vous aussi soutenir la révolution des chats en aimant cette vidéo et en appuyant sur le bouton s'abonner. Ainsi qu'en montrant à l'icône de la petite cloche un peu d'amour pour être sûr de ne jamais manquer d'autres contenus étonnants. Vous savez ce qu'il faut faire. Pourquoi les mères victoriennes se cachaient-elles sur les photos avec leurs enfants? L'ère victorienne est l'une des plus intéressantes périodes de l'histoire, mais aussi l'une des plus effrayantes. En voici un exemple. Ces photos anciennes de mères victoriennes se cachant avec leurs jeunes enfants. Mais pourquoi une tradition aussi effrayante? En fait, l'explication est bien plus simple que vous ne le pensez. Les bébés sont pratiquement impossibles à photographier. N'importe quelle mère vous dira qu'ils gigotent, pleurent, bavent, vomissent, chient et pissent comme jamais lors des séances photo posées. Et si c'est difficile aujourd'hui, c'était bien plus difficile à l'époque. De nos jours, nous avons des téléphones avec appareil photo pour saisir chaque instant. Mais pour une mère victorienne, c'était vraiment une chose unique. Même si le temps d'exposition avait été considérablement réduit à environ 30 secondes à l'époque victorienne, les mères devaient encore faire des efforts extrêmes pour que leur bébé reste immobile. Elles ne pouvaient pas simplement asseoir leur enfant sur la chaise et s'attendre à ce qu'il ne bouge pas pendant qu'elles attendaient que la photo se développe.
La solution, à la fois intelligente et effrayante, consistait à se draper dans un voile afin de servir de support à l'enfant sans vraiment apparaître sur la photo. Comme les honoraires des photographes étaient élevés et que de nombreux enfants mouraient jeunes à l'époque, cette image de la mère cachée pouvait être leur seul souvenir à partager avec leurs proches. Un lézard de Floride a battu le record mondial de caca. En mai 2020, Natalie Clonch, biologiste de Floride, a découvert près d'une pizzeria de Cocoa Beach un lézard à queue frisée d'aspect inhabituel qui l'a stoppé net. Au début, il semblait que la créature en forme de poire avait un ventre rempli d'œufs, mais ce n'était pas exactement le cas. Selon Clonch, les œufs ressemblaient à de la gelée, mais la main ressemblait à une masse semi-solide, comme du mastic. Des scanners à rayons X ont révélé que le lézard était en fait complètement rempli d'autre chose, des excréments. En avalant des insectes et d'autres petits reptiles, le lézard avait également avalé des particules de sable imbibées de graisse qui s'étaient agglomérées pour former une masse bien trop dense pour être excrétée. Plus il mangeait, plus la masse grossissait, et à l'arrivée de Clonch, le lézard a été si constipé qu'il a dû être euthanasié. Le lézard femelle pesait environ 28 grammes, et la masse seule pesait environ 22 grammes, soit environ 78,5% de son propre poids corporel total. Selon Clonch, cela représente le plus grand rapport entre les matières fécales et la masse corporelle jamais enregistrée chez un animal vivant. La dissection a également révélé que les organes internes du lézard s'étaient tellement comprimés qu'ils avaient pratiquement disparu. La prochaine fois que vous vous sentirez rassasié après Noël, ayez une pensée pour ce pauvre lézard. Pourquoi les bourdons giclent-ils ? Si je vous demandais ce qui se passe sur cette image, capturée par le photographe amateur Marc Parrott en 2015, que diriez-vous? On dirait bien que ce petit bonhomme dufteux est en train de pisser en plein vol, non? Faux! Le corps des insectes est totalement différent du nôtre à bien des égards, et vous seriez peut-être surpris d'apprendre qu'ils n'ont pas de poumons à proprement parler. À la place, ils ont ce qu'on appelle des spiracles, c'est-à-dire de minuscules trous qui recouvrent la surface de leur corps et par lesquels l'air passe et se diffuse directement dans les tissus. De nombreux insectes ont un certain degré de contrôle musculaire sur ces spiracles, ce qui signifie qu'ils peuvent contrôler le moment où ils les ouvrent et les ferment, pour éviter toute perte d'eau inutile. Mais pour les bourdons, les choses sont légèrement différentes. En effet, les bourdons ont besoin de leur poids total en nectar pour pouvoir voler, mais le nectar a une forte teneur en eau, ce qui signifie que les insectes doivent s'en débarrasser. Pour maintenir un bon équilibre et éviter de submerger leur corps, ils excrètent l'excès d'eau par leur spiracle en un jet, selon un processus appelé vidange d'eau. C'est comme leur jetpack personnel. Pourquoi traverser des portes nous fait-il oublier? Imaginez ceci, vous êtes sur le point de quitter la maison, lorsque vous vous rendez compte que vous avez oublié vos clés dans votre chambre. Vous vous précipitez à l'étage pour les récupérer, mais dès que vous entrez dans la pièce, vous oubliez ce que vous étiez venu y chercher en premier lieu. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un simple oubli. Ce phénomène a en fait un nom, le Doorway Effect, selon Gabriel Radwanski, professeur de psychologie à l'université de Notre-Dame. Le passage d'une porte sert de frontière événementielle dans l'esprit, séparant les épisodes d'activité. En fait, il est difficile de se souvenir d'une décision ou d'une activité qui a été prise dans une autre pièce, car elle a été compartimentée et classée ailleurs dans le cerveau. Radwanski a mené une expérience pour prouver cette théorie et a publié ses conclusions en 2011 dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology. Des sujets ont pris des formes sur une table, les ont transportés dans une autre pièce, puis les ont échangés contre un autre objet. Après avoir répété cette opération dans un environnement sans porte, l'équipe de Radwanski a constaté que les personnes oubliaient plus fréquemment les objets lorsque les portes étaient impliquées. Cela l'a amené à conclure que notre cerveau utilise certaines limites, comme des marqueurs en quelque sorte, et que les portes nous amènent à traiter une tâche et à la classer immédiatement comme terminée. Attendez, de quoi on parlait déjà? Non, je plaisante. Quand est-ce qu'une telle chose vous est arrivée pour la dernière fois? Pourquoi ne pas me raconter votre histoire la plus drôle sur les oublis dans les commentaires ci-dessous et je reviendrai sur quelques-unes de mes préférées. Et pour prouver que vous vous souvenez avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un petit like en sortant. Maintenant, revenons-en à nos faits. L'ouverture de Disneyland fut un cauchemar surnommé Dimanche Noir. Le 18 juillet 1955, près de la moitié des États-Unis, environ 70 millions de personnes dans un pays de 165 millions d'habitants, se sont rassemblés autour de leur téléviseur noir et blanc pour assister à l'inauguration du parc à thème Disneyland de 17 millions de dollars et 65 hectares à Anaheim, en Californie,
au cours d'une émission de 90 minutes co-présentée par Ronald Reagan. Malgré les avertissements d'innombrables banquiers et de son propre frère Roy, le créateur de Mickey Mouse, Walt Disney, avait emprunté sur son assurance vie et vendu des propriétés de vacances pour pousser le parc à ouvrir ses portes 1 an seulement après le début de la construction. Le programme semble se dérouler sans accroc. Mais comme beaucoup de productions Disney, la diffusion en direct n'est qu'un fantasme. Loin des caméras, il est vite apparu que de nombreuses attractions, dont la fusée vers la Lune, Peter Pan et Dumbo, n'étaient pas prêtes à fonctionner le jour de l'ouverture. Le bateau Mark Twain a également été submergé par l'eau et a commencé à tanguer. Ailleurs, tellement de mauvaises herbes avaient poussé le long des berges du manège Canal Boats of the World que les ouvriers ont placé des panneaux avec des noms d'espèces exotiques en latin afin de ressembler à un arboretum. Alors que les températures grimpaient jusqu'à 38 degrés, l'asphalte frais s'accrochait aux talons hauts des femmes, tandis que les fontaines d'eau potable en état de marche étaient rares en raison d'une grève des plombiers locaux. Alors que l'ouverture du parc était sur invitation seulement et prévoyait une foule de 15 000 personnes, 28 154 personnes ont franchi les portes grâce à des billets contrefaits, submergeant les stands de nourriture et de rafraîchissement du parc. À l'extérieur s'étendait un épique chemin de secours de 11,27 km vers Disneyland, sur l'autoroute de Santa Ana. Pendant des années, les employés de Disney ont appelé cette journée le Dimanche Noir. Mais en 7 semaines, la fréquentation du parc avait déjà dépassé le 1 million de visiteurs. Tout est bien qui finit bien, non ? Stephen Hawking a organisé une fête pour les voyageurs dans le temps. Croyez-vous au voyage dans le temps ? Stephen Hawking y croyait. Il était l'un des hommes les plus intelligents de la planète. En fait, en 2009, Hawking avait tenté de prouver que les voyageurs du temps étaient parmi nous, en les invitant à une fête. Il ne s'agissait pas d'une fête ordinaire, mais d'une fête élaborée au champagne, avec du krug versé dans les flûtes fantaisistes et des hors-d'œuvre en abondance. Mais le hic, c'est qu'il n'a lancé les invitations qu'après que la fête ait eu lieu. Sa théorie, si les gens venaient, ce serait la preuve concrète que le voyage dans le temps est réel. Sur l'invitation, on pouvait lire « Vous êtes cordialement invité à une réception pour les voyageurs dans le temps, organisée par le professeur Stephen Hawking, ainsi que la date du 28 juin 2009. L'avertissement, pas de RSVP nécessaire. » Le problème, c'est que Hawking a eu beau attendre, personne n'est venu. Ce qui signifie que, malheureusement, le voyage dans le temps n'existe pas. Probablement. Peut-être que quelque part, un voyageur du temps regarde ceci et pense « Eh, mais personne ne m'a dit qu'il y aurait du krug. » Qu'arrive-t-il aux pièces de monnaie des fontaines ? Nous passons rarement devant une fontaine sans nous arrêter, pour jeter quelques pièces en échange d'un vœu adressé au pouvoir en place. Mais où vont-elles réellement ? Tous ces centimes ne peuvent pas rester là éternellement. Sinon ils s'accumuleraient et boucheraient les fontaines. En fonction de l'endroit où se trouve la fontaine et de son propriétaire, il existe plusieurs endroits où les pièces collectées peuvent finir. Dans la ville de New York, la monnaie collectée dans les fontaines des parcs publics est généralement utilisée pour l'entretien de ces mêmes fontaines. Mais le personnel des parcs n'est pas toujours le premier à mettre la main dessus. Un article publié par The Atlantic en 2016 a révélé que la plupart des fontaines de la ville étaient dépouillées de leurs pièces par des New-Yorkais entreprenants. Les voleurs de fontaines sont également un problème particulièrement important au Kansas, qui s'appelle fièrement la ville des fontaines. Ici, les pièces de monnaie sont récupérées par la population des sans-abri presque aussitôt qu'elles y sont jetées. L'emblématique fontaine de Trevi à Rome, où les visiteurs jettent des pièces depuis des centaines d'années, est nettoyée tous les soirs, ce qui permet de récolter jusqu'à 4 000 $ de monnaie par jour. L'argent est ensuite donné à une épicerie voisine pour les personnes défavorisées, et les responsables sont notoirement durs envers quiconque est pris en train de la dépouiller. Le Mall of America du Minnesota collecte également environ 24 000 $ par an dans ses fontaines et bassins, et les organisations à but non lucratif peuvent soumettre des demandes pour obtenir une partie de la monnaie. En gros, votre souhait non réalisé sert pour une bonne cause, la plupart du temps. Les mini-carottes ont été inventées en 1986. Les mini-carottes sont un essentiel des boîtes à lunch pour enfants et des collations simples pour les personnes en régime. Mais que diriez-vous si je vous alertais sur le fait que ces légumes miniatures vous mentent depuis le début ? Les mini-carottes n'existent que depuis 1986, date à laquelle elles ont été inventées. Oui, inventées, par le fermier Mike Urosek. La vérité est que les mini-carottes sont des carottes normales coupées en morceaux. Le mot mini implique que ces carottes ont été arrachées du sol avant d'avoir atteint leur taille maximale. Mais Mike Urosek les a fait réduire à environ 2 pouces à partir de carottes d'élevage plus grosses, et elles sont restées plus ou moins ainsi depuis lors. Mais pourquoi dépecer des carottes parfaitement bonnes ?
Eh bien voici le problème. Les carottes de Eurosec ont été jugées trop laides pour être vendues telles quelles. Dans les années 80, les supermarchés s'attendaient à ce que les carottes aient une taille, une forme et une couleur particulières. Tout ce qui ne passait pas la rampe devait être vendu pour être transformé en jus, en aliments pour animaux ou tout simplement jeté. Eurosec a décidé d'essayer de commercialiser ses carottes noueuses en enlevant la peau et en les coupant en plus petits morceaux. Il les a mises en sac et les a vendues sous le nom de bébé carottes. Et en un rien de temps, l'invention a fait fureur. Bien que certaines carottes soient arrachées pendant leur immaturité, la plupart des mini-carottes que vous rencontrez aujourd'hui sont en fait pas des bébés du tout, juste des adultes qui aiment se déguiser. Pourquoi les cirfs imitent-ils les abeilles? Question difficile. Laquelle de ces abeilles est une vraie abeille? Si vous les rencontriez à l'état sauvage, vous vous tiendrez probablement à l'écart, mais une seule est capable de vous piquer. Les abeilles et guêpes utilisent des couleurs jaunes et noires vives pour envoyer un message clair aux prédateurs. Ne me mangez pas, j'ai un goût de merde. C'est ce que l'on appelle l'aposématisme, et divers insectes et animaux comme les dendrobates convergent vers le même modèle de signalisation appelé mimétisme mullérien. En gros, cela signifie qu'ils envoient tous un signal honnête indiquant qu'ils ne présentent aucun intérêt réel pour les prédateurs. Les cirfs, quant à eux, profitent de cette protection en se déguisant en leurs homologues de mauvais goût. C'est ce que l'on appelle le mimétisme bathésien. Grâce à cette stratégie intelligente, les prédateurs qui les rencontrent associent automatiquement les motifs et l'apparence du cirf à un mauvais goût et choisissent de ne pas les manger. Il existe en fait de nombreuses différences entre les cirfs, les abeilles et les guêpes. Par exemple, les cirfs ou diptères ont une paire d'ailes, tandis que les hyménoptères, donc abeilles, guêpes et pratiquement tous les autres insectes volants, ont deux paires. Mais la plupart des prédateurs ne sont pas aussi bien informés et sont pressés par le temps. Ils voient des rayures et passent leur chemin. Plutôt malin, non? Il existe un cafard qui se fait passer pour une coccinelle. Les cirfs ne sont pas les seuls imitateurs professionnels du monde des insectes. Si vous rencontriez cette beauté lors d'une promenade, vous penseriez probablement qu'il s'agit d'une innocente coccinelle. Mais vous auriez tort. Ce petit bout de chou rouge brillant est en fait un cafard, l'une des vermines les plus détestées au monde. Vous pensez probablement que tous les cafards sont de grosses brutes brunes. Mais vous pouvez en fait trouver une vaste gamme colorée de ces bestioles dans la nature, et la blatte du genre Prosplecta doit être l'une des plus jolies. Bien que certaines blattes, comme celle du genre Perispaerus, aient recours à des astuces de camouflage, comme se rouler en boule pour imiter d'inoffensives punaises, le genre Prosplecta va encore plus loin. A l'instar des cirfs, cette blatte vivant aux Philippines utilise le mimétisme bathésien pour copier les motifs tachetés rouges et noirs de la coccinelle. Les coccinelles, comme les abeilles et les guêpes, utilisent une coloration aposématique pour indiquer à leurs prédateurs qu'elles ne sont pas bonnes, car elles produisent des alcaloïdes, produits chimiques toxiques qui les rendent dégoûtantes. En fait, ce cafard intelligent se fait passer pour quelqu'un d'autre pour s'assurer qu'on le laisse tranquille. Je parie qu'il est amusant en soirée. Les singes ne mangent pas de bananes. Si je vous demandais de dessiner un singe de bande dessinée, je suis sûr que vous lui mettriez une banane dans la main. Mais la probabilité qu'un singe sauvage avale le fruit jaune comme il le fait dans la culture populaire est très faible. George, le petit curieux, est peut-être à blâmer pour la diffusion de ce mensonge vicieux, mais il est temps que vous entendiez la vérité. Selon l'experte en primates Catherine Milton, le lien entre les singes sauvages et les bananes est en fait une invention totale. Les singes sauvages ne rencontrent jamais de bananes, à moins qu'ils ne se trouvent à proximité d'une habitation humaine où des bananes ont été plantées. Car la banane comestible est une plante et un fruit cultivé et domestiqué. Dans la nature, les primates sont bien plus susceptibles de manger des feuilles, des fleurs, des noix et des insectes que des bananes comme celles que nous achetons à l'épicerie. Les bananes ne sont même pas bonnes pour les singes. En fait, en 2014, le zoo de Paignton en Angleterre a interdit à ses singes de manger des bananes parce qu'elles sont si sucrées qu'elles sont mauvaises pour leurs dents et peuvent entraîner des maladies comme le diabète. Cela ne veut pas dire que les singes n'aiment pas les bananes. Une étude réalisée en 1936 a proposé à des singes des fruits, des légumes, des noix et du pain, pour voir ce qu'ils choisiraient de manger en plus grande quantité, et a révélé que les bananes se classaient juste derrière les raisins. On veut toujours ce que l'on ne peut pas avoir. Ce scarabée a des antennes en forme de gants de boxe. Permettez-moi de vous présenter l'Anthony Joshua du monde des insectes. Je plaisante, ses bras fléchis et ses gants de boxe brutaux ne sont pas du tout ses bras. En fait, vous regardez probablement cet insecte de travers. Cette image de macrophotographie a été prise par Javier Pérez, 56 ans, d'Almacar en Espagne, et montre le charançon rouge du palmier,
un coléoptère qui mesure généralement jusqu'à 4 cm. Le charançon rouge du palmier se caractérise par une prolongation de la tête en forme de bec, et la coiffure funky sur sa tête est en fait des poils spéciaux que les coléoptères mâles utilisent pour détecter les femelles. Ces antennes sont des appendices situés sous son bec qu'il utilise pour sentir, humer et goûter l'environnement qui l'entoure. Le charançon rouge du palmier est originaire d'Asie tropicale, mais s'est répandu en Europe. Les trous creusés dans les palmiers par leurs larves peuvent tuer les plantes, ce qui fait de ces petites bestioles un ravageur local. De loin, ces insectes n'ont l'air de rien. Mais lorsqu'ils sont photographiés de si près à l'aide d'un objectif macro, on dirait qu'ils sont prêts à s'affronter. Je ne voudrais pas me retrouver du mauvais côté de l'un d'eux si j'étais une petite fourmi. Un cheval a failli devenir sénateur à Rome. Vous seriez surpris d'apprendre quel genre de personnes ont fini par occuper des postes de pouvoir à travers les âges. Prenons l'exemple de Gaius Caesar Germanicus, célèbrement connu sous le nom de Caligula, l'empereur. Il n'a régné sur Rome que de 37 à 41 après Jésus-Christ, mais bon sang, il a fait forte impression. En fait, Caligula est entré dans l'histoire comme l'empereur fou, et pour une bonne raison. Il a fait beaucoup de choses folles pendant son court règne, mais l'une des choses dont on se souvient le mieux est sa relation étroite avec un certain cheval. Incitatus était le cheval de course de Caligula, et il était traité en conséquence. Le destrier était invité à dîner, nourri d'avoine infusée de paillettes d'or et doté d'une salle en marbre, d'une mangeoire en ivoire et d'un collier orné de bijoux. Oh, et si vous viviez près de l'écurie d'Incitatus, tout le voisinage devait garder le silence la veille de chaque course pour que le cheval puisse se concentrer correctement. L'histoire la plus célèbre au sujet d'Incitatus est que Caligula décida d'en faire un consul au Sénat romain. Heureusement, diront certains, Caligula a été assassiné avant que cela ne se produise. Les auteurs qui ont raconté ces événements, Suetonius et Cassius Dio, ont vécu des décennies après le règne de 4 ans de l'empereur, donc l'exactitude de l'histoire est à débattre. Étant donné la folie incontestée de Caligula, il y a peu de doute que cela se soit réellement produit. Ce poisson peut cracher du feu. Oubliez les dragons, et si je vous disais qu'il existe un poisson cracheur de feu? Vous ne me croiriez probablement pas, mais regardez par vous-même. Alerte spoiler, ce n'est pas vraiment du feu, mais ces feux d'artifice poissonneux s'en rapprochent assez. Le poisson en question est un poisson cardinal, qui vit et se nourrit au fond ou près du fond de l'océan, et que l'on trouve dans l'archipel de Banggai, un groupe d'îles en Indonésie. Lorsque le poisson cardinal aspire de minuscules ostracodes pour son dîner, ces créatures marines bioluminescentes émettent un éclat de lumière. Et lorsque ces dernières s'illuminent, créant un spectacle étincelant dans la bouche du poisson, c'est une très mauvaise nouvelle. En effet, la dernière chose que l'on souhaite faire quand on est un petit poisson dans un grand océan plein de prédateurs, c'est d'attirer l'attention sur soi. C'est comme mettre un bâton lumineux dans sa bouche et dire « Hé, viens me manger !» Donc quand les ostracodes s'illuminent, le poisson cardinal panique et vomit à nouveau. Ce mécanisme de défense super cool est le résultat d'un mélange de réactions chimiques induisant la lumière à l'extérieur de l'ostracode, qui se déclenche dès qu'il est bousculé. Le poisson cardinal aimerait bien se tenir à l'écart de ces délicieuses bouchées, mais rien ne permet de dire quel type d'ostracode réagira de cette façon. C'est comme le jeu ultime de la roulette des encas. Pourquoi les mouettes volent-elles de la nourriture? Les mouettes sont connues pour leur audace. Elles n'hésitent pas à descendre en piqué pour voler vos frites ou engloutir votre glace. Mais une nouvelle étude vient d'expliquer pourquoi elles sont des voleuses aussi notoires. Selon des chercheurs de l'université d'Exeter, les goélands préfèrent en fait la nourriture qui a d'abord été manipulée par des humains, car ils y voient un grand signe de disponibilité de la nourriture. Comme les chats et les chiens qui voient leur maître sortir leur repas. Dans l'étude, on a présenté à des goélands argentés 2 aliments identiques, dont un qu'ils avaient vu tenir par une personne. Sans surprise, ils ont picoré beaucoup plus la nourriture manipulée. La même équipe a également découvert en 2019 que la seule façon de dissuader les mouettes de vous bombarder en piqué à la plage est de les regarder fixement. Des chercheurs de Cornouailles au Royaume-Uni ont posé un sac de frites sur le sol et ont testé combien de temps les goélands argentés mettaient à s'approcher, alors qu'ils établissaient un contact visuel avec les oiseaux. Seuls 26% des goélands se sont approchés de la nourriture malgré le contact visuel, et il leur a fallu 21 secondes de plus pour s'approcher lorsqu'un humain les regardait fixement. On dirait que vous pouvez oublier l'idée de garder vos yeux sur le trophée. Regardez plutôt les oiseaux. Comment se sent votre caboche après avoir assimilé toutes ces nouvelles informations? Si vous avez encore envie de découvrir d'autres faits étonnants comme ceux-ci, pourquoi ne pas regarder l'un des épisodes précédents de cette série?
Je vous les mets à l'écran maintenant. Bon visionnage et comme toujours, merci de nous avoir suivis.